Voilà, bienvenue, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir à mon émission M. Gilles Tocco. Bienvenue, M. Tocco. Merci. Bon. Écoutez, vous avez écrit des livres, mais on aimerait voir un peu qui vous êtes. Comment vous vous présentez? Mais je pourrais dire que je ne suis pas un écrivain de métier. C'est tout récent, en fait, parce que j'ai commencé à publier mon premier livre il y a 2 ans, à peu près. Ouais. Et avant ça, j'ai eu une carrière, disons, pas chaotique, mais très multidisciplinaire ou éclectique, dites ça comme vous voulez, parce que j'ai pratiqué 7 ou 8 métiers différents avant d'arriver à écrire. À écrire. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cet élément de l'écriture? Qu'est-ce qui vous a amené à m'amener de dire, ah, oui, En fait, ce que je viens de vous dire n'est pas tout à fait exact. Ça fait longtemps que j'écris, mais je n'ai jamais publié. Donc, j'ai toutes sortes de manuscrits à la maison. Il y en a même qui sont écrits à la main, qui datent de 40 ans, que j'avais écrits uniquement pour le plaisir. Il y en a d'autres qui sont sur des disquettes, il y en a d'autres qui sont dans mon ordinateur. Il y a toutes sortes de textes qui traînent comme ça et que j'ai écrits pour le plaisir parce que dans mes autres métiers, j'écrivais, mais de façon technique. Par exemple, mon premier livre, qui n'est pas ici, s'appelle « Le cybercommerce au Québec ». Donc, c'est pas du tout dans la ligne de roman, etc. C'est un livre technique. Et j'écrivais des articles de journaux, des dossiers, etc. Ça parlait d'ordinateurs, ça parlait de toutes sortes de technologies. Puis après, j'étais dans les relations publiques, donc j'écrivais des documents de mise en marché, de marketing, etc., etc. Donc j'ai toujours écrit. Mais l'écriture par plaisir, l'écriture pour des lecteurs qui veulent pas lire des rapports techniques, mais qui veulent lire des histoires, ce côté-là, ça fait longtemps que je le travaille, mais ça fait seulement 2 ans que j'ai décidé de publier. Bien, d'accord. Et puis, justement, parlez-moi, là, on va parler des romans, on va parler, des livres. Ensuite, on abordera savoir comment vous... Peut-être on va commencer par ça. Bon, quand vous écrivez, Ouais. la journée d'écriture dans la vie de M. Gilles Tocco, c'est comment? Bon, j'ai pas de routine qui, tous les matins, se lever à telle heure, puis j'écris. Non, pas du tout. J'écris énormément dans ma tête. C'est-à-dire, après manger, je dis, tiens, je vais me reposer un peu, je m'allonge sur mon sofa et j'écris uniquement dans ma tête. C'est-à-dire, l'histoire se déroule, puis là, je repasse mon histoire, je reviens en arrière, je rajoute un élément, etc., etc. Et à un moment donné, je m'assois à mon ordinateur, quand j'ai le temps, parce que j'ai beaucoup d'autres activités, et là, j'écris. Et ça peut être 15 jours d'affilée où je fais ça tous les jours, puis d'un coup, je m'arrête pour une raison ou pour une autre, parce que je dois travailler sur ma terre ou quelle que soit la question. Puis ça revient me hanter, puis là, je recommence. Il peut y avoir des journées où j'écris pendant 8 heures, 10 heures. Il peut y avoir des journées où j'écris pendant une demi-heure. Parce qu'il y a une idée, je me dis, cette idée-là, il faut l'écrire tout de suite, il faut la mettre en forme, au moins les grandes lignes. Une fois que ça va être écrit, je vais la retravailler plus tard, mais bon. Et ça peut prendre une demi-heure, 20 minutes, ou 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures, quand je suis vraiment... Ah, bon, d'accord. Quand vous demandez, là, vous avez parlé à un moment donné, tout à l'heure, au restaurant, vous avez parlé de l'obsession. Vous êtes quand même comme obsédé d'écrire depuis quelque temps, vous avez une obsession. Est-ce que ça vous arrive, supposons, là, vous vous couchez, puis m'emmener, avoir un crayon ou une plume pas loin, puis dire, ben, là, vous vous réveillez, puis dire, oups, là, il y a une idée là, qui vient. Est-ce que vous avez cette chose? Oui, oui. Je veux dire, obsession, c'est... Si je commence un livre, il faut qu'à un moment donné, ça devienne une obsession. C'est-à-dire que c'est
toujours là en arrière, même si je fais autre chose, c'est en train de travailler et c'est en train de m'obséder. Puis les idées arrivent et je me dis, ah oh, oui, oui, ça c'est une bonne idée, il faut que j'ajoute ça à tel endroit. Ou alors des idées pas positives, mais disons négatives entre guillemets, du genre, j'ai écrit ça, mais logiquement, ça ne s'infiltre, ça ne s'intègre pas bien dans la ligne du récit, donc je devrais soit réécrire ça, soit trouver autre chose. Ah bon. Et là, ça continue à tourner, puis le texte évolue avant même que j'ai commencé à écrire. Bon. Et ce que je dis souvent, c'est si c'est pas une obsession, ça sera mauvais. Il faut que ce soit que les personnages vous hantent jour et nuit pour que ça progresse. D'accord. Mais il dit aussi qu'à un moment donné, cette obsession-là, où vous pensez sur un personnage, puis à un moment donné, vous le laissez une certaine liberté. Hein, dans les yeux, vous laissez une certaine liberté. C'est ça, c'est-à-dire qu'il se... Bien souvent, les personnages évoluent, pour ainsi dire, seuls, se développent, tout seul. C'est comme si c'était lui-même qui avait créé la suite. C'est lui-même qui s'enrichit sans que j'intervienne. Enfin, c'est peut-être une illusion, hein, parce que ça se passe quand même dans ma tête. Exact. Mais c'est l'impression que j'ai. Donc, ça peut... À mon français, c'est qu'à un moment donné, vous pensez, bon, ce personnage va faire telle chose, telle chose, telle chose. À un moment donné, il arrive un événement qui fait en sorte que, au lieu de faire exactement ce que vous aviez d'abord prévu, à un moment donné, non. Il va... Et ça arrive souvent, c'est assez curieux, parce que ça arrive souvent quand j'écris vraiment. Quand je suis au clavier, puis que je commence à écrire, tout ce que j'ai planifié dans ma tête pendant des jours et des jours se transforme tout de suite. Puis là, je suis en train d'écrire et d'un coup, ça part dans une autre direction. Le personnage part dans une autre direction. C'est parfait, je laisse aller. J'écris à toute vitesse, je corrigerai plus tard la forme, le style, etc. Mais ça arrive. C'est comme... À partir du moment où je mets les mains sur le clavier, le processus est différent. Les choses se passent différemment. Et puis, bon, là, quand vous avez décidé, là, on va commencer tranquillement, quand vous avez décidé, on va parler, là, c'est L'Aigle de verre. Ça, c'est le premier tome d'une trilogie que M. Gilles Flecault veut nous livrer. Au fait, ça fait partie, la trilogie fait partie, elle s'intitule « Tant que le destin permettra ». Tant que le destin me permettra. Donc, c'est ici L'Aigle de verre. Qu'est-ce qui vous a... On parle ici, là, le premier roman d'une saga familiale. Donc, ça veut dire, c'est un peu de votre famille que vous parlez? Disons que la famille dont il est question dans ces bouquins-là a le même nom que moi. Je suis originaire d'Italie, c'est une famille italienne. Mais j'ai découvert la généalogie de cette famille-là qui va à peu près de l'an 1100 jusqu'au début du XXe siècle, avec tous les enfants, les titres de noblesse, les héritages, les mariages, les morts et tout ça. Et ça s'arrête brutalement. Donc, je ne sais pas le lien entre cette famille-là puis mon grand-père, disons, je ne le trouve pas. Il y a un chaînon manquant. Alors, je ne dis pas que c'est ma famille, mais c'est peut-être. Bon, d'accord. Mais c'est une famille qui existe, par exemple. D'accord. Mais ce que je trouve aussi, c'est que, donc, ça a dû vous avoir demandé quand même beaucoup de recherches. Oui, pour ces deux-là, ça a pris 7 ans. Parce que là, les recherches, même si on remonte, comme vous dites, en 1200, en 1300... Je vais même remonter plus loin, puisque celui-là commence en 550. Donc, là, donc, vous avez fait des recherches pour voir à peu près, période par période, qu'est-ce qu'il y avait. Donc, vous avez fait des recherches pour voir en 600 ou en 800 ou en 1000. C'est ça. Comment ça, donc? Et je crois que quand on va sur votre site, je pense que c'est
Giltocco.ca, tout simplement. GILTOCCO.ca. Quand on va sur ce site-là, mais on voit ces livres-là, puis on voit surtout, ce qui est assez important, des éléments qui nous expliquent un peu ce qui se passe, ce qu'il y a dans le livre. C'est ça, j'appelle ça les compléments. C'est tout un chapitre sur mon site qui s'appelle Compléments. Alors, par exemple, si on prend celui-là, ça se passe du temps où Justinien était empereur de Constantinople. Ouais. Et sa femme Théodora, on en a entendu parler. Puis là, j'ai voulu... il se passe beaucoup de choses avec cet empereur-là. Il y a beaucoup de scènes où il intervient. Puis là, j'ai voulu ajouter la vérité historique, connue, en résumé, avec des illustrations sur qui était cet empereur et qui était sa femme. Ouais, d'accord. Bon, et des éléments comme ça, il y en a plein. Par exemple, on parle beaucoup dans ce bouquin-là de déplacements sur les voies romaines. J'ai mis une carte des voies romaines de l'époque, qui est de telle ville à telle ville, etc. Donc, ça permet sûrement à des lecteurs qui vont sur votre site en même temps être en mesure de mieux apprécier ce qui se passe. C'est ça. Il y a une relation qui se fait. Là. Avoir des compléments, puis je me dis toujours, c'est des périodes mal connues, si on reste dans le domaine des romans historiques, c'est des périodes mal connues, c'est des personnages mal connus, donc il est bon de décrire un petit peu... De ces choses-là. Donc ça va, je pense, jusqu'au 15e ou 16e siècle. Non, ça c'est de... Celui-là commence en 550 et se termine vers l'an 600. Bon. Celui-là commence en 1250 jusqu'à 1350. C'est à peu près 100 ans. Ouais. Le troisième que je suis en train de lire, c'est le fils. Ça commence par le fils du héros de celui-là, donc c'est la suite. C'est la suite, d'abord. C'est vraiment la suite. Parce que c'est l'ombre d'Ulysse. Hein? L'ombre d'Ulysse. L'ombre d'Ulysse. Vous me dites, parlez-moi un petit peu de l'ombre d'Ulysse. Je sais que vous m'aviez dit que vous étiez en train de l'échafauder, c'est-à-dire, j'en ai écrit à peu près 100 pages pour l'instant. Mais c'est un processus qui est très très long parce qu'il faut faire des recherches sur l'époque, sur ce qui s'est passé, sur les guerres, sur les conflits politiques interminables, sur les batailles entre les papes et les évêques, en tout cas. Et ça demande énormément de recherche. Donc, il progresse très lentement. C'est encore des recherches. Tellement lentement que j'ai eu le temps d'en écrire un autre pendant... Justement, on va en parler de ce livre-là. Peut-être qu'à un moment donné, donc ça veut dire que, si je comprends bien, c'est que vous travaillez sur un genre de trilogie. Non, ça sera même plus que ça. Si j'ai le temps, ça sera 4, 5, 6, 7 livres, parce que j'en ai pour des siècles. Bon, d'accord. Mais il reste que moi me fait, c'est que ce travail qui demande beaucoup de recherche, et bien vous trouvez quand même le temps de dire, je travaille sur un autre projet qui s'appelle Le Voyageur de l'Apocalypse, qui a été justement, ça a été le livre qui a été lancé au mois d'avril, si je me souviens bien, par les éditions L'Apothéose, toujours. C'est une maison d'édition de Lanoret, en passant. Ça, vous allez m'expliquer qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre de Le Voyageur de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui vous a amené à... Ça, c'est un des... J'ai plusieurs romans que j'ai écrits il y a longtemps, qui sont sur mon ordinateur, etc. Et là, je les ai écrits parce que c'est une idée qui a jailli d'un coup comme ça. Alors celui-là, la première version que j'ai écrite est très ancienne, elle date de 35 ans. Eh bien là... Oui, la première version. Parce que c'est une idée qu'à l'époque, j'étais... Attendez, qu'est-ce que je faisais? J'étais à l'université, je pense. Je travaillais à l'Université du Québec. Ouais. En tout cas, cette idée était venue et j'avais écrit ça comme ça, vite fait. Et puis j'ai mis ça sur mon ordinateur, puis j'ai oublié ça. Et récemment, je l'ai relu pour voir. Et là, je me suis dit, mais c'est intéressant, cette histoire-là. C'est intéressant, mais ça demande à être travaillé, à être enrichi, à être modernisé, etc. Parce que ça se passait... C'est curieux, quand je l'ai relu, j'ai eu un choc parce que
je me suis aperçu que depuis que j'avais écrit ce bouquin-là, la société avait changé de façon incroyable. Par exemple, il n'y avait pas d'Internet. À cette époque, dans ma première version, il n'y avait pas de téléphone intelligent, il n'y avait pas de changement climatique, il y avait toutes sortes de choses qui n'existaient pas. Il a fallu que je réactualise tout ça. Puis j'ai rajouté beaucoup de choses en fait, mais il m'est tombé dessus comme une obsession, puis j'ai pas pu m'arrêter de le retravailler. De le retravailler. Parce que c'est vraiment... Parce que là, comme vous dites, M. Gilles Turcot a exercé plusieurs métiers dans divers domaines. Il est successivement physicien, cadre universitaire et enseignant. Ouais. Là, on parle aussi de comédien, justement. Vous m'avez parlé, durant la fois, que pendant quelques années, vous avez fait du théâtre. Oui, 10 ans. 10 ans de théâtre. Ouais. Notamment avec votre épouse, Mme France Desjardins. En partie, oui. Puis là, le théâtre, vous ne voulez pas l'écrire. Vous ne sentez pas... Non, non. Moi, je vais écrire des histoires qui ressemblent à des films, plus qu'à du théâtre. Je me sens... Non, c'est pas mon domaine. Même si j'ai joué pendant 10 ans, c'est pas mon domaine du point de vue de l'écriture. Bon. Vous m'avez parlé, pendant au restaurant, je crois que c'est au sujet de ce livre, justement, de ce livre-là. Il y a une femme qui vous a téléphoné et dit, ben, j'ai vu votre film. Oui, ton film est extraordinaire. Je dis, mon film, quel film? Je dis, oh, je m'excuse, ton livre. Ah bon. Donc, on m'a parlé de ce livre-là. Oui, oui. Donc, ça veut dire tout de suite la qualité du livre. Ça veut dire que, enfin, la façon dont j'ai interprété, c'est que ce sont des scènes décrites comme des scènes de cinéma. Il y a beaucoup de scènes où il se passe des choses extraordinaires et qui est décrite comme si on était en train de filmer. Non, mais je trouve que c'est absolument formidable. Quelqu'un lit votre livre, puis quelqu'un dit, le tout un moment commence comme avoir un film, comme... Elle est plongée dedans, en fait. Elle est déjà plongée. Oui, parce qu'en général, les gens qui l'ont lu jusqu'à maintenant, parce qu'il y en a qui mettent ça sur une tablette puis qui attendent les vacances. Mais tous les gens qui ont lu jusqu'à maintenant m'ont dit, j'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter. Ça, c'est déjà un compliment, oui. Et la même chose, je soupçonne, c'est la même chose au sujet de... Non, pas les autres. Les autres sont plus compliqués. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de références historiques. Donc, il y en a qui, depuis qu'il a été publié, celui-là, il y en a qui m'ont dit, je suis rendu à la moitié. Et ça fait quasiment un an que j'ai publié. Oui, tant vous voulez, mais je pense qu'à un moment donné, il y a certains livres qu'on doit lire lentement. Oui, cela... Je crois que c'est ça. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose... Vous m'avez dit, ça, c'est ce que j'ai décrit là, ça peut arriver demain ou après-demain. On parle de l'Apocalypse, mais c'est des choses que je décris qui peuvent arriver demain ou après-demain. Vous permettez, je vais regarder un peu le thème des matières. Le thème des matières. Mais on parle ici, le temps des aveugles, insectes volants non identifiés, quand les pissenlits refleuriront, l'empire des blettes, au pays des requins bourgeois, comme le feu du ciel. Donc, c'est quand même des choses qui peuvent, au départ, passionner les gens qui ont le goût, disons, on parle de fiction, là, mais de plonger dans un univers et de dire, mais, qu'est-ce qu'il nous décrit, puis là, vous décrivez au niveau de la nature, on parle beaucoup là, que le monsieur, ici on dit, grâce à l'aide d'animaux et des éléments naturels guidés par l'esprit de sa mère et de son grand-père. Donc, la nature a beaucoup d'importance. Énormément, oui. Que tous ceux qui sont préoccupés de... En fait, j'aurais pu dire que c'est un roman écologique, mais... Non, ça... Non. Le voyageur de l'Apocalypse, c'est plus accrocheur. Puis en même temps, j'en profite pour souligner quelque chose. C'est que M. Gilles Turcot, tout à l'heure, je vous parlais
du concours littéraire de l'Anadien. Et M. Eugène Tocon, il a écrit une nouvelle dans le concours littéraire de l'Anadien de 2016. Il a remporté un prix. Fait que, donc, là, ça, et puis, le troisième livre, c'est À l'ombre d'Ulysse. Ouais, le troisième de cette série-là. De cette série-là. Mais actuellement, à part de ça, je soupçonne que vous avez parlé tout à l'heure d'obsession, vous avez parlé du fait que vous avez écrit ces deux livres-là, qui ont pris quand même beaucoup de temps à cause des recherches que ça procure. Vous avez fait ça, donc un livre que vous aviez déjà, dont les prémices remontent à plusieurs années, que vous avez corrigé, que vous avez modernisé. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres livres, d'autres... Oui, il y en a. Je suis en train d'en écrire un autre qui lui aussi avait déjà... Je l'avais même écrit à la main. Ah bon? Celui-là, il y a longtemps. Puis là, je suis retombé dessus par hasard, je l'ai relu. J'ai dit, ah, l'histoire est intéressante, les prémices de base sont vraiment intéressantes et, comment dirais-je, originaux. Mais l'histoire, faut que je trouve mieux. Et j'ai commencé à écrire ça un petit peu, puis là, l'obsession est arrivée, puis là, je suis dedans 100%. Maintenant, j'en ai d'autres, ou par exemple, j'en ai un. Le plan est fait, les personnages sont bien définis, toute l'histoire est dans ma tête, mais je ne l'ai pas écrit encore. Ah bon. Lui, il est en réserve, et de temps en temps, il y a des idées qui arrivent pour l'enrichir, mais j'ai rien écrit encore. Moi, j'ai écrit 2-3 pages, là, le début. C'est tout. Et il y en a un autre, c'est de la... que je compte publier un jour, qui est de la science-fiction pure. Celui-là, je l'ai commencé il y a une dizaine d'années, je pense, à peu près. Et comme c'est de la science-fiction pure, lui, il n'y a pas à le moderniser, il est déjà modernisé, oui. Il est déjà moderne. Non, mais la science-fiction, donc vous avez pensé, mais je pense que vous n'êtes pas un grand lecteur de science-fiction. Non, j'en ai lu une ou deux, mais... non. Est-ce que vous avez des auteurs? Je soupçonne que vous lisez beaucoup. Pas tellement, c'est assez curieux, mais quand j'ai du temps, j'écris. Ah, oui, c'est ça mon problème, c'est que, par exemple, là, j'ai acheté le dernier bouquin de Emmanuel Schmitt, qui se passe dans le désert, etc., etc. Il est sur ma table de chevet. Je l'ai acheté au Salon du Livre de Québec, où j'étais moi-même. J'ai pas eu le temps de l'ouvrir parce que je suis en train de travailler sur l'autre. Alors il est là, puis il me dit, bon, il va bien falloir que je le lise, là. Il va bien falloir que je le lise. Ah bon, donc j'allais poser la question si vous aviez des auteurs que vous privilégiez par rapport à vous, mais là, déjà, avec M. Schmitt, vous avez déjà quand même une crème au niveau... Les auteurs que j'ai beaucoup lus, parce que mon idée, souvent, c'est de connaître un auteur. Là, il faut lire beaucoup de ce. Par exemple, Kessel, j'ai tout lu, tout. Ah bon. Blaise Cendrars, j'ai tout lu, absolument tout. Qui est encore dans cette catégorie-là où j'ai tout lu, il y en a d'autres. Coelho, je l'ai tout lu en portugais. Oh, ben là! Oui. Donc, combien de langues vous parlez, vous? 4 ou 5, là, ça dépend. Donc, je sais pas, italien, français, anglais, espagnol, je sais pas. Oui, espagnol, oui, très couramment. Portugais moins, mais je le lis très bien parce que j'ai suivi des cours de portugais. Ah, bon. Et Coelho, je trouve ça extraordinaire. Donc, j'ai acheté, mais en portugais. Ah bon, c'est parfait. Excusez-moi. Donc, au niveau de poésie, vous en avez... la poésie, est-ce que ça vous attire ou pas? Oui, mais pas n'importe quel genre de poésie. J'aime pas trop les poésies hermétiques avec des suites de mots savants où on ne comprend pas trop. Moi, ce que j'aime, c'est des sensations qui nous touchent très profondément avec des mots les plus simples possibles. Exact. Et c'est ça. Tout à l'heure, on en parlait, puis je vous disais, par exemple, Félix Leclerc, pour moi, c'est un grand poète. Exact. Il n'emploie pas des mots compliqués. Vigneault non plus. C'est pas
ils essaient pas d'impressionner les gens avec des mots savants et des choses comme ça, pas du tout. Et ils nous touchent profondément avec ces mots simples. Donc, pour revenir un peu à vos livres, vous avez quand même, vous me dites qu'il y a des projets, science-fiction, puis Ouais. bon, d'autres livres que vous avez écrits depuis plusieurs années, même au crayon. Le prochain livre, est-ce qu'il y en a un parmi ces choses-là que vous dites ben, l'année prochaine ou d'ici la fin de l'année? Oui. Le prochain, ça va être un bouquin qui s'appelle Métamorphose, au pluriel, Ouais. qui est un mélange de roman policier et de fantastique, Ouais. si on veut. Ça part d'une idée originale que j'avais eue il y a longtemps, et cette idée se développe, disons, dans le langage du roman policier, comme celui-là, c'est un petit peu écrit dans le langage des évangiles. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Ouais. Cela, le langage, c'est un langage historique, mais le prochain, ça va être le cadre stylistique et linguistique, ça va être le roman policier, même si l'histoire n'est pas un vrai roman policier. Ah, bon. Donc, vous dites, votre obsession de l'écriture, de dire, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, donc, pendant 15 jours, tous les jours, vous vous mettez à écrire, d'un coup, vous dites, je prends mais ça devient toujours, il y a toujours quand même une idée, quand c'est pas là, c'est Ouais. une autre. Vous avez un besoin fondamental d'écrire. Ouais. D'ailleurs, il m'arrive juste, j'ai même des idées qui me viennent pour compléter ça, mais c'est déjà publié, donc je ne peux plus rien faire. Exactement. Après, t'en fais peut-être. Au niveau, on parle de roman ici, là. Mais une suite de nouvelles, des recueils de nouvelles, c'est-à-dire. Ouais, j'en ai un en projet. La petite nouvelle avec laquelle j'ai eu le prix littéraire, des petites comme ça, qui ne parlent que d'animaux. Hein. Ça, ça parlait d'une chatte, mais j'ai d'autres volets. Il y a un chien, il y a un coq, il y a des arbres, il y a etc. Donc, éventuellement, d'ici un an ou deux, il y a probabilité qu'il y ait des recueils de nouvelles. Ça, c'est la MRC qui m'avertit que demain, il y a les poubelles qui passent. Oui, ça marche comme ça maintenant. Je m'excuse, j'ai perdu le fil. Non, mais je veux dire, des recueils de nouvelles d'ici peut-être un an ou deux. Je ne sais pas quand j'aurai le temps. J'ai même le titre. Ça va s'appeler Le bestiaire Lanoroy. Oh, mais c'est bon. Parce que tout ce que je raconte, c'est passé à Lanoroy sur ma propre petite ferme. Non, il y a quand même beaucoup de vécu dans ça. Là. Oh, et ça, c'est pas du tout imaginaire. C'est comme Lily, la petite nouvelle que j'ai écrite là, c'est réel, ça. Bon, c'est poétisé, disons. Oui. Mais ce qui s'est passé est réel. Et puis les autres volets, il y en a qui sont déjà écrits, c'est réel aussi. D'accord. Vous posez une question un peu. Donald Allary, est-ce que vous connaissez un peu Donald Allary? Non. Ah bon, d'accord. Au niveau des nouvelles, au niveau du recueil de nouvelles, c'en est un bon nouvelliste. En tout cas, moi, je vois que vous êtes passionné d'écriture, vous êtes passionné par ce qui vous habite. Quand même, écoutez, vous m'avez dit que vous parlez au moins 4 ou 5 langues. Vous avez même de portugais. Vous avez écrit une saga ici. Ça, vous avez toujours un projet. Puis là, on échange, puis je vois, là, je sens que vous avez une obsession, vous avez un désir intense, pratiquement, là, de dire, mais je sens pratiquement que vous avez hâte de retourner chez vous et de dire, mais j'ai une idée, puis j'écris. Ça se peut-tu? Mais il y a des périodes, hein. Il y a des périodes où c'est un petit peu calme, mais là, en ce moment-là, c'est... C'est l'effervescence. C'est une période où ce bouquin-là, il faut que je le finisse, là. Ça arrive sans arrêt, tellement que là, j'ai écrit, le prochain, j'écris à peu près en 8,5 par 11, 60 pages, mais dans ma tête, j'en ai au moins 80 qui sont déjà toutes écrites dans ma tête et qu'il faut que je mette sur papier.
Bon, donc, est-ce que vous écrivez carrément directement à l'ordinateur maintenant? Ou- À l'ordinateur directement. Ouais. Et vous corrigez à l'ordinateur éventuellement quand vous vous lisez. Oh, Et je soupçonne que France, votre conjointe, c'est votre première lectrice. oui, absolument. Elle m'amène des éléments intéressants, bien souvent. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous... Lui, d'un coup, elle me dit, mais tel personnage-là, qui a telle page-là, c'est un personnage très intéressant. Je dis, ben voyons, je l'ai fait intervenir pendant 2-3 pages. Il dit, non, il faut que tu continues avec. Il faut le développer. Puis là, je dis, mais c'est vrai, elle a bien raison. Ben oui, c'est vrai, bien sûr. Ou elle trouve, elle est bonne pour les incohérences aussi. Là, tu dis tel truc, puis 3 pages plus loin, là, tu dis quelque chose, ça et ça, là, il y a une contradiction. Ah, bon. Elle est très bonne. Elle est très bonne comme lectrice, donc. Puis l'autre chose, c'est que c'est une peintre. Ça, c'est elle qui l'a peint. Ça, c'est elle qui l'a peint. Ça, c'est elle qui l'a peint. Donc, France Desjardins, elle a illustré une partie de mon livre. Ouais, par exemple, vous voyez ça ici. Ça ici. Ça ici, c'est moi qui l'ai fait avec la typo et tout, mais le cheval, j'ai commandé ce cheval-là. J'ai dit, je veux un cheval blanc qui court dans la nuit. Donc, vous faites... Ça, c'est une autre chose de positif, c'est que vous et votre conjointe, vous avez les mêmes... Vous faites, on peut dire, les mêmes passions de l'écriture. C'est le livre qui est capable de... Il faut dire, de dire, ben ça, j'aime ça, puis ça, on devrait développer. Oui, ben moi, j'accepte la critique, j'ai aucun problème, hein. Puis, comme celui-là, j'ai un très bon ami, d'ailleurs, ce livre lui est dédié. Un très, très bon ami, il s'appelle Nelson Dumais. Il a écrit une couple de livres il y a longtemps, mais il n'écrit plus. Il fait autre chose, il fait des documentaires. Bien, lui, il l'a lu, et il m'a répondu toute une analyse, et à la fin, il a dit, je ne peux pas accepter ta fin. Pour moi, c'est inacceptable. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, viens manger à la maison. Il habite à Saint-Jérôme, dans le nord, à Préau, ou quelque chose comme ça. Il est venu à la maison. J'ai dit, tu vas m'expliquer ce qui ne va pas là-dedans. Là, il a passé un après-midi avec moi. Et là, j'ai réécrit le bouquin. Ah bon? C'est pour ça que je lui ai dédicacé, parce que c'est... Ça veut dire que vous avez des bons amis, vous avez des gens qui vous guident. Ouais. Vous devez vous sentir comme poussé à continuer avec ça, des gens comme ça. C'est dommage, parce que j'avais mes belles-sœurs aussi, qui étaient Lorraine, dont vous parliez. Lorraine a écrit un bouquin qui a eu beaucoup de succès. Mireille, la sœur aînée, a écrit toute une série. Elle a écrit de la poésie, elle a écrit des nouvelles, elle a écrit toutes sortes de choses. Des nouvelles. Et les deux étaient des spécialistes de la langue. Donc, dans Mireille. le temps, je leur faisais ces livres-là, je leur ai fait lire, puis elles m'ont amené les éléments. Maintenant, malheureusement, à cause de la maladie, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Mais ça marquait une époque, ça Mireille, puis ça... Voilà. Écoutez, écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé votre temps avec nous. Puis, en tout cas, j'invite les gens à vous procurer le plus tôt possible. C'est ton librairie Martin. Joliette, c'est dans les librairies. Dans toutes les librairies, Le Voyageur de l'Apocalypse, écrit par M. Gilles Tocco aux éditions L'Apothéose. Fait que ça, là, je crois que vous allez partager l'enthousiasme de M. Tocco à ce sujet-là, et bien entendu pour les 2 autres livres aussi. Puis peut-être qu'en 2019, on aura l'occasion de lire À l'ombre du lys. Peut-être. Ou l'autre, Métamorphose. Métamorphose, effectivement. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir participé à notre émission. Le français, une langue universelle, une langue belle, facile à apprendre, à parler, à aimer, à partager. Une langue pour tout le monde, une langue pour tout dire. Une langue pour tous et toutes. Un message d'Impératif français. Chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, votre émission Le Rendez-vous de la lecture se termine bientôt.
j'en profite pour remercier CTRB qui nous permet justement de réaliser cette émission qui, j'espère, vous plaît. Je tiens à remercier notamment Michael Chomlet, notre technicien. Et bien entendu, je remercie notre invité d'aujourd'hui, M. Gilles Tocco, qui nous a communiqué sa passion de l'écriture. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous procurer Le Voyageur de l'Apocalypse, publié dans les éditions L'Apothéose de l'Honorin, qui est en vente dans les librairies du coin. Fait que beaucoup de nature et beaucoup de un sujet qui a l'air extrêmement intéressant et palpitant. Également, je tiens à vous rappeler que le 16 juin, sur le terrain de la Chapelle de Cuthbert, il va y avoir une journée spéciale pour souligner les 40 ans d'existence de la Corporation du patrimoine. Fait que, pour le moment, je vous dis, je vous remercie également, vous aussi, là, qui êtes là, parce que cette émission, bien, c'est pour vous, c'est vous permettre de découvrir des auteurs, de découvrir des livres, de découvrir peut-être, de vous découvrir une passion pour la lecture. Fait que je vous remercie beaucoup d'être constant à cette émission. Et encore une fois, disons qu'on peut se retrouver soit en septembre ou peut-être avant, mais pour le moment, eh bien, je vais vous souhaiter un bon été et puis encore une fois, bonne lecture. Fait que, merci encore à vous tous et à vous tous. Merci.